Il y a un deal. Regardez. Il va y avoir un échange de territoires. Il y aura plus de territoires russes qu'il n'y en avait avant. Ce dont l'Ukraine a réellement besoin, ce sont des garanties de sécurité hors OTAN. Dans votre boule de cristal, c'est ce vers quoi on se dirige? Oui, eh bien, c'est un point sur lequel nous avons négocié. Et ce sont des choses importantes sur lesquelles nous nous sommes largement accordés. C'est ça, il y a plein d'accords. Vous vouliez réagir? Oui, déjà pour Vladimir Poutine, Lugansk et Donetsk, c'est des demandes prioritaires, donc ça paraît plutôt logique que ce soit annoncé de cette manière-là et que ça fait partie de l'objet des négociations. Après, sur la presse américaine, l'Amérique aime bien ce genre de pronostic, quand il y a la MMA, quand il y a le catch, on essaie toujours, en plus comme on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui a été discuté, voilà, ça permet un peu d'animer la presse. Néanmoins, je pense qu'il faut un petit peu quitter notre vision idéaliste et internationaliste. On est sur deux hommes qui sont de la réelle politique, qui défendent leurs intérêts nationaux et ils ont des objectifs prioritaires pour leur nation. Vladimir Poutine, on les connaît, ça va être Lugansk, Donetsk, démilitarisation, dénazification, renversement de Zelensky et plein d'autres revendications, puisque la sphère russe ne s'arrête nulle part et il y a une volonté d'avancer un petit peu plus encore en Europe, comme il l'a fait en Géorgie, en Crimée et là en Ukraine. Pour Donald Trump, la priorité, on le rappelle, c'est le défi chinois. Et pour Donald Trump, l'Ukraine n'est pas du tout une priorité. Et donc, on en parlait un petit peu hors plateau, mais dans la narration de Vladimir Poutine, on sait qu'il y a des choses qui ont été avancées dans le domaine spatial, dans le domaine de l'économie, avec tous les enjeux autour du détroit de Bering et de l'Arctique, dans les partenariats commerciaux autour du pétrole, du gaz, ExxonMobil, Westinghouse autour du nucléaire. Il y a même des enjeux autour du spatial. On sait que la NASA a re-signé un contrat avec la société russe pour exploiter l'ISL jusqu'en 2028. Donc je pense que il n'y a pas eu de défaite de Donald Trump ou de victoire de Vladimir Poutine. Il y a deux méthodes complètement différentes, avec un homme qui a 20 ans d'expérience, qui est un petit peu plus rusé, voire beaucoup plus rusé, qui sait très bien jouer de l'éthos, du pathos et du logo selon les situations. Et un Donald Trump qui aime bien faire toujours un peu de l'esclandre et montrer son armement comme il a fait avec les B2. Et puis quand on négocie par propos, par terme étymologique, c'est qu'on n'est pas d'accord, on négocie, donc forcément... Exactement, et puis c'est le but des négociations. On sait qu'il y a deux puissances au monde, c'est ce qu'on dit toujours. Il y a le soldat, c'est-à-dire la force, les soldats, et la diplomatie. Si on avait été dans la guerre froide, on se serait satisfait de voir ce genre de rencontre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi en tirer les conséquences. Jean de Glignassi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est une analyse qui est complète. On ne peut pas dire qui a gagné, qui a perdu. En tout cas, on ne peut pas le dire maintenant. En général, tous les accords de paix, les traités internationaux, etc., il y a toujours un enthousiasme au début, on dit un tel a gagné, un tel a marqué des points, etc. Et puis 20 ans après, on se rend compte que c'est exactement le contraire. Or, par exemple Helsinki, tout le monde a pensé à l'époque que l'Occident avait reconnu les frontières issues de Yalta et que c'était une défaite, etc. Et en fait, Helsinki a marqué le début de la fin pour l'Union soviétique avec la troisième corbeille sur les droits de l'homme, etc. Donc on ne peut pas tirer des conclusions hâtives. Voilà. Alors, maintenant, il y a quand même quelque part, et là je rejoins M. Crouzet, quelque part une petite déception très clairement de Trump. Il pense que probablement la Russie n'a pas payé assez pour l'occasion extraordinaire qu'il lui a offerte de normaliser ses relations, de reprendre une stature internationale qu'elle a d'ailleurs, hein, enfin vis-à-vis de l'Occident tout au moins. Et donc il y a quelque part une petite frustration. Est-ce que vous le voyez? On le voit, par exemple, on a cité le fait que, en fait, d'abord l'annulation protocolaire du déjeuner, en fait, le départ de Poutine un peu à la sauvette, hein, il n'y a pas eu flan-flan. Pardon. C'est pas en grande pompe, contrairement à l'arrivée. Voilà, exactement. Donc c'est des petits éléments. Ce qui m'a frappé quand même, c'est que dans la conférence de presse avec, c'était Fox, hein, il n'y a pas d'amertume, hein, il n'y a pas de vexation. Donc c'est très léger, hein, c'est très léger. Mais il y a quelque chose qui n'a pas vraiment marché quelque part. Vincent Crouzet. Oui, je pense que Trump va reprocher une certaine ingratitude à Poutine. On disait tous hier en plateau avant le sommet que Poutine devrait absolument lâcher quelque chose pour permettre à Trump de sauver la face. Ça n'a pas vraiment été le cas. La presse américaine est très dure ce matin sur ce sommet, tant sur la forme que sur le fond. Donc ça va laisser des traces. Maintenant, je voulais répondre un petit peu à Thomas. Non, je suis désolé.
On laisse pas deux prédateurs et la loi de la jungle, en fait, s'emparer du monde entier. Il faut être fiers, nous, Européens, de notre universalisme, des valeurs que nous défendons. C'est pour ça que nous sommes debout. C'est pour ça que demain, nous devrons épauler de la manière la plus ferme possible et la plus solide possible les Ukrainiens. Sinon, on va tous se faire bouffer. Je voulais réagir aussi là-dessus parce que la phrase, effectivement, qui était notre vision idéaliste et humaniste versus la réalité, le réel politique, en fait. Je suis désolée, mais le droit international, c'est pas une vision idéaliste, en fait. Il y a une violation flagrante du droit international. Je parle même pas qu'on est le pays des droits de l'homme et pays de lumière et qu'on se doit aussi, par mémoire et respect à nos anciens, de tenir un certain nombre de postures. Et je voulais juste vous dire mon étonnement de nombre de messages que je reçois sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont dans le métier qui est le mien, des enseignants, des pédagogues, qui me disent mais il faut défendre ces postures, l'aspect un peu vision et valeur et le droit humain, parce que nous, on est choqués face à nos étudiants ou nos élèves qu'ils sont déjà blasés, ils ne réagissent même pas et ça les choque même pas, ils prennent comme si ça fait partie un peu de la norme, c'est normal. Et on me dit mais qu'est-ce que je peux enseigner moi à mes étudiants en droit? Ou bien un autre prof qui me dit en sport, c'est pas les mêmes valeurs qu'on transmet. Et en tant que pédagogue et que prof, ça me parle, ça me percute. Et je pense qu'on a un devoir aussi quand même de rappeler ces valeurs et que c'est pas de l'idéalisme en fait, c'est le droit international. Et sur il y a des règles. Les territoires, c'est ce que vous dites, c'est des territoires qui appartiennent à une nation, qu'on leur prend, qu'on deal sans eux. Kiev cédera, Trump l'a décidé. Je crois que notre bandeau résume énormément la situation actuelle. C'est terrible peut-être pour vous. Vous nous dites non et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous dites cela. Mais c'est juste les règles. Quand on dit que le droit international c'est des règles, c'est notamment pour éviter ce que dit Vincent, la loi de la jungle en fait. Parce que on ne peut pas imaginer le XXIe siècle comme la loi de la jungle face à tous les prédateurs. Mais qu'est-ce qui va se passer lundi, Violeta Moscatelli ? Il y a un principe de réalité qui est terrible et nous le comprenons parfaitement. Quand on regarde ces territoires, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce qu'on deal tout ça ? On voit bien que le droit international a été largement bafoué et pas que sur cette guerre par ailleurs. On pourrait le transposer à d'autres guerres. Il y a ce principe de réalité qui fait que lundi, Volodymyr Zelensky va devoir rencontrer Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils vont se dire dans le bureau ovale alors que sur les territoires, on a déjà des bribes de ce qui pourrait arriver. Allez-y, c'est une preuve pour moi que ça ne s'est certainement pas aussi bien passé que le souhaitait Donald Trump. Il va devoir revoir Zelensky, celui qu'il a plus ou moins assez fortement critiqué devant la presse américaine. Et je pense que ça peut justifier effectivement que Donald Trump n'a pas réussi à obtenir vraiment ce qu'il souhaitait. Néanmoins, on est dans les négociations et ces négociations vont avancer. Mais est-ce qu'il va devoir le faire céder sur les territoires ukrainiens ? Ah oui. Je pense que c'est la raison pour laquelle il le reçoit, c'est que lui a ses intérêts personnels au nom des États-Unis d'Amérique qui sont les accords sur les minerais et les accords avec la Russie, je venais de le dire, sur le spatial, sur tout ce qui va être lié au passage de navigation dans le détroit de Bering et vers l'Arctique. Et l'Ukraine n'étant pas sa priorité, il veut que ça accélère presque à tout prix. Et pour lui, la perte de Lugansk ou de Donetsk, qui est très grave pour les Ukrainiens, ne l'est pas pour les États-Unis. Les États-Unis, vulgairement, n'ont pas d'intérêt pour l'Ukraine. Et il l'a fait savoir durant sa campagne, il l'a fait savoir dernièrement. Et c'est à nous de prendre ce sens des réalités. On doit défendre nos valeurs, mais pour défendre nos valeurs, encore faut-il que les États européens et que les représentants européens aient fait ce qu'ils font. Vous savez, c'est le principe aristotélicien, cause à effet. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Pourquoi il n'y a pas de représentants européens autour de la table des négociations ? On a souvent fait référence à Yalta, même si je trouvais que c'était un peu indécent de faire référence à cette conférence. Mais à l'époque, vous avez du Churchill qui représente les intérêts plus ou moins européens et qui permet notamment à De Gaulle d'avoir un rôle dans le partage de l'Allemagne. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul représentant européen. Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, les Européens ont acheté énormément de matériel américain et se sont satisfaits d'avoir cette protection de l'Alliance Atlantique, parce que les Européens, comme Angela Merkel et les représentants allemands, se sont satisfaits d'avoir des Nord Stream 1 et 2 qui ont été mis en place et n'ont pas diversifié leur ravitaillement énergétique, et parce que les Européens n'ont pas pris les décisions pour être autonomes et avoir ce qu'on appelle une politique finalement gaulliste, c'est-à-dire souveraine. De la responsabilité des Européens d'en être là aujourd'hui ? Complètement, elle est totale, mais elle est totale sur l'armement, elle est totale sur le choix énergétique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on négocie sur la diplomatie. Complicité passive en fait, parce qu'on a nourri le monstre. En fait, je suis désolée, je ressors la même métaphore, mais je veux dire, Poutine depuis 2000, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit l'opposition en Russie, il a fait la guerre en Tchétchénie, on a eu la guerre en Géorgie, on a eu une responsabilité aussi sur la façon dont ça s'est fini. Et effectivement, ils ont pris 20% du territoire. Donc aujourd'hui, ils pensent qu'il va reproduire la même chose et qu'il va préserver ces 20% de territoire. Maintenant, l'effet de réalité, effectivement, il s'impose à l'Ukraine, il s'impose aussi au président Zelensky, il s'impose aux Européens. Les Européens qui pèsent quand même sur la façon dont les échanges entre
entre Poutine et Trump. Et on va y venir dans un instant. Mais l'esprit de réalité, ça veut dire quoi? Si l'Occident propose, l'Europe et les États-Unis, des mécanismes de garantie en face pour dire accepter que de facto aujourd'hui ces territoires sont sous contrôle russe, l'Ukraine elle peut être capable d'accepter à une seule condition, ne pas reconnaître formellement, de dire aujourd'hui de facto c'est comme ça, on a une ligne de front qui est gelée, on gèle et ça appartient à personne. On verra ensuite, sauf que Poutine n'étant pas dupe, il va imposer une reconnaissance par l'Ukraine et par l'Europe et par l'Occident. Nicolas Conquer est avec nous. Nicolas Conquer, merci monsieur, vous êtes le porte-parole des Républicains Overseas en France. Lundi, Volodymyr Zelensky, il est attendu dans le bureau ovale de Donald Trump. Est-ce que, d'après vous, et d'après les informations, monsieur, que vous avez, Donald Trump le fait céder lundi sur les territoires? Non, et pour la simple et bonne raison que lors de cette première rencontre qui a eu lieu hier, vendredi, en Alaska, il n'a pas pris de décision au détriment ou en faveur des Ukrainiens. Il les a tout de suite appelés à la suite de cette longue réunion qui a eu lieu avec Vladimir Poutine. Il était en lien direct avec Vladimir Zelensky et il lui a présenté la situation qui a d'ailleurs été saluée lui-même par Zelensky. Donc on voit que les choses avancent très rapidement et qu'il y a une nécessité à arriver à non seulement à un accord de paix, mais non seulement à cesser le feu, mais à un accord de paix. Et donc c'est ce vers quoi on va lundi. Je pense que Vladimir Zelensky lui-même entre dans de bonnes dispositions. Il va y aller seul. Il ne sera pas accompagné de chefs d'État européens. Il sait que ces passages dans le bureau ovale peuvent parfois être houleux, mais je pense que là, tout le monde, tous les parties prenantes, abordent ça avec plus de sérénité, plus de calme, et ils savent que Donald Trump a à cœur de sécuriser les intérêts tant de l'Ukraine que de l'Europe et de la paix avant tout. Nicolas Conquer, deux choses. Première chose, vous venez de dire Volodymyr Zelensky va être seul dans le bureau ovale. Vous mettez de côté le fait que les Européens puissent s'immiscer à cette réunion. Pour vous, il est impensable qu'il puisse être présent lundi prochain. Est-ce que ça, vous nous le confirmez ? Je dis pas que c'était impensable, mais je me base sur le déroulé des événements qu'on a eu hier en Alaska. D'une part, les Européens n'étaient pas présents, ils ont été consultés dans la foulée, et là, à l'heure actuelle, où on se parle, il n'y a pas d'annonce comme quoi des chefs d'État européens seraient présents. Je dis pas que c'est ce que je souhaite, ni que ce soit un traquenard quelconque. C'est au contraire un rendez-vous auquel Volodymyr Zelensky a tout à fait la possibilité de se rendre ou non. Il s'y rend en connaissance de cause. Il arrive avec ses revendications et peut-être les concessions qu'il sera prêt à faire. Le rôle des Européens serait-il de favoriser les négociations ou de la poursuite du conflit? Je pense que l'ensemble des acteurs ont manifesté leur souhait à ce que ce conflit se termine et sans doute dans des conditions qui soient les moins préjudiciables, évidemment au détriment des Ukrainiens, mais que ce conflit arrive à un terme. Et pour autant, est-ce que ce serait antinomique que les Européens soient là pour la poursuite de la paix? En quoi est-ce qu'ils pourraient interférer sur ce que pourrait négocier le président ukrainien, qui demande, lui, à chaque étape d'avoir l'aval des Européens, et Donald Trump, qui vraisemblablement a à cœur de tenir les Européens au courant? On voit bien que les intérêts divergent ou ne sont pas concordants. Chacun a son propre agenda. Et plus vous rajoutez de parties prenantes autour de la table, plus vous ralentissez le processus de décision. Et là, pendant qu'on est en train de parler maintenant, pendant qu'il y a des rencontres ou des rencontres virtuelles qui se font entre leaders européens et Zelensky, il y a des combats qui continuent et des vies qui sont en train de se perdre. Donc il y a une urgence pour arriver à mettre fin à ce conflit avec des concessions d'un côté comme de l'autre qui permettent d'en finir et de renouer avec la paix. Donc c'est pas tant qu'il y a des va-t-en-guerre, mais je pense que ça rajoute de la lenteur et de l'inertie. On a voulu hier montrer une espèce d'impréparation de ce séminaire, de ce sommet qui a eu lieu en Alaska. Je rappelle qu'il a été organisé en tout juste une semaine. Je défie n'importe quel pays européen d'organiser la même chose. Il y a une volonté, avec le rythme impulsé par Trump, de faire les choses rapidement et qui délivre des résultats, plutôt que d'être dans un statu quo qui s'étalerait sur des années et des années. On voit que les choses avancent à une vitesse phénoménale. Encore une fois, Donald Trump, il a résolu 7 accords de paix depuis qu'il est de nouveau à la Maison-Blanche depuis janvier dernier, et il entend bien amener cette même force de négociation et aller mettre un terme à ce conflit, idéalement dès lundi, mais c'est potentiellement quelque chose qui peut prendre plus longtemps. Nicolas Conquer, vous restez avec nous, je reviens vers vous dans un instant si vous le permettez. Réaction autour de ce plateau. Oui, alors séminaire, c'est un bon lapsus, hein, parce que le séminaire, généralement, il réunit des gens qui sont du même camp, du même bord, de la même entreprise, donc c'est assez intéressant comme lapsus. Ensuite, on sent vraiment dans les paroles de Conquer, qui d'ailleurs sont quasiment les mêmes que communiqué du Kremlin ce matin concernant la position et le rôle de l'Europe, on sent vraiment qu'on est des intrus, hein. On n'est vraiment pas invités à la table. Vous êtes un peu dur. Ah bah non, mais c'est très clair. On ne veut pas de nous, parce que nous serions
des fauteurs des fauteurs de guerre, nous serions des va-t-en-guerre, nous serions en fait des opposants à la mise en place des accords de paix, alors que c'est tout le contraire. Est-ce que vous répondez au fait qu'on dit, c'est ce que vient de dire Nicolas Conquer, mais il pourra s'exprimer par ailleurs par lui-même, lorsqu'il dit plus il y a d'intervenants et plus le processus de négociation prend du temps? Ah oui, laissons donc Trump et Poutine en tête à tête décider du sort du monde, pas simplement de l'Ukraine d'ailleurs. Jean de Glignasti. Moi, j'ai une vision plus nuancée. D'abord, ce qui me frappe, c'est quand Zelensky dit « je vais à Washington négocier les détails ». Ça m'a vraiment frappé. Ça veut dire qu'en fait, globalement, il accepte une enveloppe globale, une approche globale qui lui a déjà été soumise et qui résulte de l'entretien, sans doute, entre Trump et Poutine. Donc déjà, on est quand même peut-être plus avancé qu'on ne le croit. Sur le rôle de l'Union européenne, je reprends ce que vous avez dit, l'Union européenne n'a pris aucune marge d'autonomie par rapport à l'Ukraine. Je suis désolé de le dire, elle a dit, à tort ou à raison, mais pour des raisons essentiellement morales, tout ce que fait l'Ukraine, c'est bien, on soutient l'Ukraine, c'est à l'Ukraine de décider si elle doit faire ci, faire ça, etc. Nous, on n'intervient pas, même pour l'OTAN, on dit, personne ne peut forcer l'Ukraine à ne pas choisir ses alliances, etc. Ce qui est d'ailleurs juridiquement complètement faux. N'importe quel État peut dire non à l'Ukraine. D'ailleurs, Biden s'est pas gêné pour le dire à un moment. Donc nous avons pris... Nous ne sommes pas en situation de médiation comme les Trump, ou même de facilitation, comme pourrait l'être Erdogan à un certain moment, en réunissant les parties au conflit. Nous sommes dans une situation d'alliance avec l'Ukraine. Et de ce fait, effectivement, nous n'avons pas véritablement de place à la table des négociations. Qui va réagir? J'ajouterai un point, je pense qu'il faut bien différencier la volonté de Vladimir Poutine qui, lui, évoque directement les nations européennes comme n'ayant pas à être autour de la table des négociations et évoque le terme de sabotage. Il l'avait déjà fait le 7 février en 2022 lorsqu'il avait reçu Emmanuel Macron. Il avait dit « Vous n'êtes pas mon principal interlocuteur, c'est Washington ». À l'inverse, Donald Trump, il est un peu plus changeant. C'est-à-dire qu'un jour, il ne veut pas entendre parler des nations européennes et puis après la conférence, on entend qu'il a eu Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Zelensky. Donc je pense que pour lui, les nations européennes, elles ont un rôle à jouer, et notamment à travers l'Alliance Atlantique et l'achat d'armement américain. Il y a toujours le fameux complexe militaro-industriel. En l'occurrence, si la guerre doit continuer et que, à la suite de la rencontre avec Zelensky qui aura lieu lundi, on n'arrive pas à un cessez-le-feu dans les jours qui suivent, les États-Unis vont certainement, ce qu'ils sont en train de faire et ce qui a été annoncé depuis longtemps, véritablement se retirer. Néanmoins, ils seront toujours présents par l'intermédiaire du complexe militaro-industriel. En plus, ils ont malgré tout... business, quoi. C'est ce que vous il y a le business, et c'est tout ce que pousse Donald Trump. Les minerais, les métaux rares, ExxonMobil, on dit que BlackRock aurait déjà négocié la plupart des biens immobiliers. Enfin voilà, il y a tout un panel de choses autour de l'économie qui compte. Ce que ne veut pas Donald Trump, comme ne le voulait pas Joe Biden, c'est qu'il y a un seul GI qui soit sur le territoire ukrainien et ne sait pas sa priorité. Les biens immobiliers, c'est-à-dire ? On sait qu'il y a eu des négociations entre Américains et Ukrainiens autour de la reconstruction de l'Ukraine et que principalement il y a deux pays qui vont en tirer profit, mais profit parce que ce sont les deux pays qui ont le plus aidé l'Ukraine. Ça va être les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Zelensky se tourne toujours vers les États-Unis d'Amérique car il sait que c'est le partenaire le plus puissant pour peser dans les négociations, et l'Allemagne. L'Allemagne, on sait que c'est le pays qui a aussi aidé lourdement l'Ukraine. Permettez-moi de ne pas être d'accord quand même. Attendez, regardez déjà le travail qui est fait par la France, et il faut aussi saluer l'équipe de l'envoyé spécial pour l'Ukraine, Pierre Heilbronn, en fait, et tout le travail qui se fait pour rapprocher les entreprises françaises et les projets de reconstruction en Ukraine, pour mettre en place des garanties, des mécanismes et tout ça. Donc la France, elle est quand même bien positionnée pour être partie prenante sur le terrain. Donc je pense que quand on entend, moi en tout cas, quand je vois sur les réseaux sociaux me parler des BlackRock, ça c'est vraiment des théories conspirationnistes. Ça vous énerve énormément. Ça m'énerve énormément, effectivement. Par contre, par rapport à l'Europe, pourquoi il méprise l'Europe? Pourquoi? Parce que Poutine, il a dit clairement qu'il veut revenir à l'état du monde de 1997. À l'époque, il y avait une dizaine de pays qui sont maintenant membres de l'Union européenne, qui étaient sous l'influence en fait de l'Union soviétique. Donc en fait, il veut récupérer cette influence, et son obstacle,
pour ça, pour atteindre son objectif, sa mission, son obstacle, c'est l'Europe en fait. Et donc c'est pour ça que c'est normal qu'il méprise l'Europe, mais c'est pas pour autant qu'on doit céder. Pour revenir à notre sujet initial, qui est l'après-sommet et ce qui a probablement été dealé, je vous propose que nous regardions ensemble l'un des passages phares d'après ce sommet. Lorsque les deux hommes sont ensemble, qu'ils parlent devant la presse, ça ne vous aura pas échappé, ça n'a pas duré bien longtemps. Néanmoins, les clés, les mots, les messages sont bien présents. Regardez comment l'un et l'autre se parlent, notamment Donald Trump qui évoque son interlocuteur principal, Vladimir Poutine. Regardez. À nouveau, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier. Nous allons échanger très rapidement et nous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou. Ça, c'est une question très intéressante. Je pense que cela pourrait être possible. Nicolas Conquer, vous êtes toujours avec nous. J'aimerais que vous puissiez réagir, Nicolas Conquer, sur la façon dont Donald Trump interpelle Vladimir Poutine. Il lui dit merci, Monsieur le Président, et puis après, il utilise son prénom. Merci beaucoup, Vladimir. Vladimir Poutine lui dit la prochaine fois, ça se passera en Russie, et Donald Trump dit pourquoi pas. Il continue en disant on risque de pas mal me critiquer sur ce sujet. Mais ça, c'est pour la forme. En revanche, ce qu'il y a à noter, c'est que cette conférence de presse, elle a été jointe. C'est un excellent signal pour la diplomatie. Je rappelle que la dernière fois qu'il y a un chef d'État américain qui a rencontré Vladimir Poutine, c'était Joe Biden, c'était en Suisse, et ils n'ont pas parlé ensemble. Donc après, que vous enrobiez un petit peu le message, que vous fassiez pas cette part de familiarité, c'est le propre des chefs d'État. On n'enrobe rien du tout, mais si on devait faire un parallèle entre la façon dont Donald Trump s'est adressé à Vladimir Poutine et dont il s'adresse par exemple à notre président Emmanuel Macron, lorsqu'il est plutôt enjoué ou de bon augure, de bonne humeur, il va l'appeler Emmanuel, et puis d'un seul coup, lorsque ça ne va plus, lorsqu'il monte le ton, il va l'appeler Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous voyez, il y a de toute façon dans les mots, sans que nous enrobions nous en tant que journalistes, une signification qui est très particulière. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Vous nous répondez. Peut-être y a-t-il une proximité entre ces deux hommes, peut-être parlent-ils le même langage. Vous avez tout à fait raison. Il y a toute une gradation dans les mots qui ont un poids, les formules, et cette rencontre, elle était le théâtre de ramener un lien diplomatique qui avait complètement disparu, et que l'Europe, elle en était absolument absente, et donc du coup, il y a pas forcément, ils ont écorté la réunion. Il n'y a pas eu le déjeuner de travail qui devait avoir lieu, mais de fait, il y a quand même eu les enjeux de la discussion qui ont été menés avec beaucoup d'accords. Encore un point de désaccord, il n'a pas été fait public, mais on espère que ça pourra être concluant en vue de cet accord. On le dit, pas de cessez-le-feu, mais d'accord de paix qui pourrait intervenir dès lundi. Donc ensuite, en ce qui concerne la forme, c'est toujours à prendre avec un peu de légèreté. Il n'y a pas de, il n'y a pas de langage, il n'y a pas je sais pas de sémantique à en tirer. C'est le propre d'une rencontre en face à face, plutôt qu'une communication plus radicale et plus forte qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors Nicolas Conquer, dernière question avant que nous vous libérions, en vous remerciant encore d'être resté avec nous à distance. Est-ce que vous avez plus d'échos sur ce qui a été dealé hier entre ces deux hommes? On vous rappelle juste que nous n'avons pas vraiment d'informations. Peut-être quelques informations distillées, notamment sur les territoires, mais au-delà de cela, voilà où nous en sommes. Est-ce que vous, de votre côté, chez les Republican Overseas en France, vous avez plus d'informations à nous communiquer? Alors là, effectivement, les nouvelles tombent un peu au compte-gouttes. Il y en a sur éventuellement les revendications qui ont été faites. Vous avez dû en parler sur le territoire autour de Donetsk. Mais en soi, sur ce qui était de l'ambiance, il y avait quand même pas cette cordialité, mais cette discussion qui a pu être menée dans de bonnes circonstances, et qui en fait sont nécessaires dans le cadre des relations diplomatiques. Et c'est pas à monsieur l'ambassadeur qui est sur le plateau qu'on va l'apprendre, mais ça contribue en fait à ce lien, et même avec vos ennemis, et à plus forte raison avec vos ennemis, c'est là où il faut arriver à entretenir ce lien, et on peut pas juste opter pour une politique de la chaise vide ou de rompre ce canal qui ne prolonge que des conflits sans fin. Donc moi je suis très optimiste, malgré ce qu'on a pu dire sur une réunion qui a été écourtée. Je pense qu'elle a été au contraire écourtée pour favoriser les négociations avec Vladimir Zelensky et les chefs d'État européens en vue du processus qui est très rapide. On le dit, une rencontre hier en Alaska vendredi, une rencontre à Washington le lundi qui suit, c'est sous stéroïdes, là, ça va à toute vitesse, et c'est très bon pour les Ukrainiens, pour la paix et pour l'Europe en général.
Merci Nicolas Conquer d'avoir été avec nous en direct sur LCI. Sous stéroïdes, nous dit Nicolas Conquer, ça va très très vite. Est-ce que vous aussi, autour de ce plateau, vous êtes optimiste sur ce qui a été dealé? On vous rappelle juste qu'on n'a pas d'informations plus que cela. Quelqu'un peut-être a des informations sur... La seule information qui est évidente, c'est que Poutine n'a pas démordu d'un iota en fait. Il a toujours ses mêmes revendications et il n'en lâche aucune. Donc la seule façon de faire un accord de paix, c'est de lui dire alléluia à tout. Et de le laisser après reprendre un peu de souffle économiquement parlant. Parce que là, en ce moment, c'est son intérêt. Il y a les sanctions, l'économie, elle est quand même contractée, en fait. Ça ne va pas si bien que ça. Et c'est logique, parce que quand on met en place les sanctions, elles n'ont pas jamais un effet immédiat. Donc, normalement, au bout de 3 ans maintenant... Et sur ce qui aurait été dealé? Mais en fait, c'est que Donald Trump étant quand même un peu en admiration comme ça face à la force, en fait, ils n'ont quand même pas beaucoup de convictions, pas du tout les mêmes valeurs. Ce qui importe, c'est vraiment business as usual, en fait, et tout. Donc, il essaye de trouver des moyens pour dire, OK, on va donner des garanties à l'Ukraine, accepter que, de fait, vous avez perdu ces territoires, et puis après, advienne que pourra, on va faire du business, en fait. Regardez ce que dit Donald Trump sur la Russie, justement. Vous parliez de ces grandes puissances et il dit « Regardez, la Russie est une très grande puissance et eux, l'Ukraine, ne le sont pas ». C'est violent. Mais c'est David contre Goliath, mais sauf qu'en 2022, Kiev devait tomber en 3 jours et le peuple ukrainien a montré que même étant petit, on peut quand même résister et qu'il faut se battre pour des valeurs. On a un exemple quand même formidable, qu'on ne peut pas se courber face à des prédateurs et que si on veut vivre et survivre et avoir une vie quand même avec quelques règles de coexistence, on doit défendre ses valeurs. Thomas Ernaud, est-ce que ça donne le là? L'Ukraine a défendu sa patrie. Parce que, en fait, la motivation principale, celle que les Russes n'ont pas comprise, c'est qu'il y avait une nation ukrainienne qui défendait sa patrie. Les braves types qui ont défait les Russes à l'aéroport, etc., c'était des gens qui luttaient pour l'Ukraine. Ils ne luttaient pas pour la démocratie, les droits humains, etc. Ils luttaient pour leur terre. Et ça, c'est un enjeu et très leur important. Survie. Et leur survie, peut-être, à titre personnel. Thomas Ernaud, lorsque Donald Trump dit « Regardez, la Russie est une très grande puissance » et eux, il ne dit pas l'Ukraine, eux, donc l'Ukraine, ne le sont pas. Est-ce que ça donne le là à des négociations qui probablement nous ont échappé, vu qu'on n'a pas eu de compte-rendu, mais est-ce que ça veut dire beaucoup ? Ça donne en tout cas l'idée qu'il se fait de l'Ukraine et de ce conflit russo-ukrainien. Mais en même temps, je vais un petit peu relativiser cette citation et revenir à ce que vous abordiez entre Poutine et Donald Trump. On peut admirer un chef d'État étranger, mais les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Oui. Donald Trump, le même qui énonçait admirer la force et Vladimir Poutine à travers son côté chef charismatique, est le même chef d'État qui a soutenu l'Ukraine en 2016 par la livraison d'armements. Je vous ai parlé tout à l'heure du dispositif Nouvelle Opportunité. Il y avait tout un travail qui se faisait autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN à long terme. Donc, le même qui disait j'admire Poutine, mettez en place des sanctions internationales. Le même qui disait je respecte Poutine parce que c'est un homme, c'est un chef de guerre, livrait de l'armement à l'Ukraine. Donc il faut toujours rappeler qu'en relations internationales, les chefs d'État n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et les intérêts américains ne sont pas forcément les mêmes intérêts que ceux de la Russie. Et pour revenir à votre première question, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, dans le discours de Vladimir Poutine hier, dans son narratif, on a eu pas mal d'informations quand même sur ce qui a pu être dealé. La première chose, c'est qu'à l'ultimatum, il n'y a pas de sanctions. C'est l'une des premières informations. Ensuite, il a été évoqué la levée de sanctions, c'est-à-dire la levée des sanctions américaines. Et puis, je reviens sur ce que je disais il y a quelques minutes, a été évoqué les enjeux spatials, a été évoqué les enjeux autour de l'Arctique, donc des matières fossiles. On sait que l'Arctique regorge éternellement de pétrole et de gaz. Donc il y a l'évocation de ce sujet-là, qui est à la fois un sujet géographique et un sujet économique. A été évoqué la liberté de navigation, le fameux détroit de Bering. C'est avec la fonte des glaces depuis 2013. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de glace et que ça va devenir l'une des principales voies même pour rejoindre l'Union européenne. Donc il y a le sujet de contrôle, un peu comme le golfe Persique aujourd'hui par l'Iran. Comment la Russie et les États-Unis vont assurer la liberté de navigation et contrôler les navires qui passent par ces voies-là. On sait qu'il y a eu une convergence, ça je pense qu'il faut le souligner, une convergence d'éléments de langage, un peu comme Xi Jinping et Poutine. Trump et Vladimir Poutine se rejoignent de plus en plus sur les éléments de langage qu'ils ont, notamment à l'égard de l'Union européenne. Il y a une critique totale de l'Union européenne constante. Ce sont deux hommes qui préfèrent les relations bilatérales aux relations avec des organisations internationales. Et à l'instant, Vladimir Poutine, le président russe, dit que sa rencontre avec Donald Trump était, on ouvre les guillemets, opportune, fermez les guillemets, on ouvre les guillemets,
est très utile, fermez les guillemets. Une rencontre opportune est très utile. Poutine il est toujours content. Après une rencontre avec Trump, il dit toujours ça s'est très bien passé, puisque lui, son objectif principal, c'est de gagner le maximum de temps sur le terrain, de dire que tout est bien, et au contraire de passer sous silence les difficultés qui pourraient conduire soit à des sanctions, soit à un mécontentement plus grand de Trump, etc. Donc son intérêt, c'est de dire que tout est bien. Cela dit, ça n'exclut pas que ça soit bien passé quand même. Avant même la fin du sommet, il y avait des indiscrétions. Alors, je ne sais pas si c'est Dmitriev, il me semble, qui disait que ça s'était merveilleusement bien passé. Alors, effectivement, puisqu'il a obtenu les deux choses qu'il souhaitait, le rétablissement des relations formelles diplomatiques entre la Russie et les États-Unis, une espèce de nouvelle reconnaissance internationale. C'était les deux seules choses qu'il venait cocher, finalement, en Alaska. Le reste était très aléatoire et casse-gueule pour lui. Donc, effectivement, pour eux, ça a été opportun et très utile. Vladimir Poutine continue à l'instant. Voilà ce qu'il dit. Il dit avoir discuté avec Donald Trump, donc de la paix en Ukraine, sur une base équitable. C'est ce que dit Vladimir Poutine. On est dans le fameux dialogue mélien, c'est le rapport de force. Ils discutent entre prédateurs, c'est le terme qui a été utilisé par Giuliano d'Ampoli dans son dernier ouvrage. Ils se flattent comme dans des fables. Voilà, on flatte le chef d'État de la première puissance mondiale. Les États-Unis, faut le rappeler, c'est le premier budget militaire mondial, c'est 26% du PIB mondial, c'est plus de 40% des éjections de gaz de CO2. Donc Poutine, il sait très bien comment faire dans ces moments-là. Il sait très bien comment il doit s'adapter à Xi Jinping, comment il doit s'adapter à Kim Jong-un. Quand il se déplace en Iran, il a d'autres comportements. Là, Donald Trump attend toujours qu'on dise qu'il soit le plus grand, le plus fort. Je voudrais, Jeanne, souligner juste un petit point. On a parfois un petit côté autocentré. On parle beaucoup des États-Unis, de la Russie et de l'Europe, mais on en oublie parfois aussi l'Inde, la Chine qui ont un rôle important. Dans les jours à venir, il y aura un grand sommet. C'est le sommet des BRICS et le sommet de l'OCS. Je pense qu'il y aura aussi derrière ces pays qu'on dit parfois dans le sud global. J'aime pas trop ce terme-là parce que ça ne veut rien dire. Mais il y a un rôle aussi important du côté de la Chine et l'Inde. Et Donald Trump a plus ou moins cédé à plusieurs reprises vis-à-vis de la Chine en repoussant constamment les droits de douane. Et céder, c'est un grand mot aussi, pareillement. Je ne sais pas si c'est le terme céder, mais vis-à-vis de l'Inde, il n'y a pas de sanctions sur la livraison de pétrole de la Russie à l'Inde. Donc, il faut aussi regarder du côté de ces pays-là qui vont avoir une voix dans les jours à venir. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de communiqué chinois, officiel chinois, me semble-t-il, depuis 24 heures.